beaucoup d'enjeux pour les affaires de la VAP, donc on va en parler aujourd'hui, c'est absolument capital. Pour ça, on a 4 personnes avec nous que je vais peut-être se laisser présenter, chacune en 1 minute. Donc vous pouvez commencer, je vous en prie. Bonjour à tous, Stéphanie Pochon, je viens de Bruxelles. Je représente l'Alliance européenne de la VAP indépendante. Ça veut dire qu'on a 14 associations nationales, 16 entreprises, et on est heureux depuis ces dernières années d'avoir une empreinte géographique qui va des pays baltes jusqu'à la péninsule ibérique et qui nous donne une très belle force de frappe. Notre message clé auprès des décideurs publics européens, donc les députés, la Commission, c'est différenciation et réduction de risques. Alors je vais rebondir sur réduction de risque en précisant que je suis médecin interniste, ça ne dit pas grand-chose, sauf pour ceux qui ont vu Dr House, mais médecin interniste qui a mal tourné, qui s'est occupé de l'intersection sida-toxicomanie, et après qui a essayé, en amenant la méthadone en France notamment, de devenir addictologue avec cette notion qu'il y avait un idéal, mais que la tyrannie de l'idéal pouvait être trop limitée, que la réduction des risques était la philosophie que nous devions avoir comme addictologues. La perfection, c'est compliqué. Comme vous le savez, ça ne concerne pas grand monde. Donc, comment ne pas laisser tomber 99% des personnes imparfaites? C'est ça la philosophie de la réduction des risques. Donc, comment la médicaliser? Comment créer une médecine des addictions, une santé des addictions? C'est un peu mon combat depuis le sida. Donc, si vous faites le calcul, oui, ça fait quelques années, quoi. Voilà. Donc, je suis à fond pour la VAP avec un œil médical. Pardonnez-moi, ça ne sera pas forcément que du plaisir dans l'expression, mais en tout cas, c'est un œil de réduction des risques qui est une vraie révolution par rapport aux difficultés du tabagisme avec combustion. Donc, c'est comment en France, on arrive à imposer cette réduction des risques. Voilà. Donc, médecin interniste, pneumologue un jour et addictologue pour finir. Agnès. Agnès Dubois-Collineau, j'accompagne la FIVAP depuis plusieurs années maintenant dans ses relations avec les affaires, les institutions nationales. Donc je suis le pendant national de Stéphanie, puisque la FIVAP, donc Fédération interprofessionnelle de la VAP indépendante, est membre de IEVA. Et donc, en fait, on fait au niveau national, entre guillemets, le service après-vente et l'avant-vente aussi, auprès des décideurs publics, que ce soit le gouvernement, que ce soit les parlementaires, que ce soit les parties prenantes, de tout ce qui concerne l'évolution du cadre législatif et réglementaire qui encadre la VAP, en faisant en sorte autant que possible qu'il soit le plus adapté à une VAP créative, mais responsable également, et donc qui ne vise pas par exemple les mineurs. Voilà, donc c'est le pendant national de ce que fait Stéphanie au niveau communautaire, sachant que là on parle notamment de la révision de la TPD et que dans la mesure où c'est une directive, il y a une transposition derrière, d'où l'intérêt d'avoir ces deux pendants. Merci. Et maintenant Florent Biriotti. Donc, je suis Florent Biriotti, bonjour. Je suis le patron de One Shot Media avec mes associés qui ne sont pas là. Et donc, on est un média très spécialiste de la VAP. Et on a décidé il y a 3 ans de lancer un mouvement pour les utilisateurs et les professionnels qui s'appelle jesuisvapoteur.org et qui a pour vocation de faire entendre aux médias et à travers les médias également aux politiques les combats de la VAP, à savoir que c'est une réduction des risques, comme le disait William, majeure, qui est beaucoup ignorée, qui est beaucoup spoliée. Et face à cette désinformation qu'on a subie pendant 8 ans en tant que professionnel, utilisateur, média aussi, on a estimé qu'on avait besoin d'une voix plus publique et plus visible, qu'effectivement le travail institutionnel des associations type FIVAP, IEVA, France Vapotage. Donc on est complémentaires de ça et on espère fournir des preuves publiques qui également pourraient être reprises par les associations pour les aider à faire entendre le débat public. On mène notamment des actions avec l'IFOP, donc on fait des choses très sérieuses aussi, pour essayer de montrer l'opinion publique avec la VAP, enfin sur la VAP, avant information de notre part et après information. Et on voit bien que les citoyens bien informés vont dans le sens de ce qu'on prône tous ici sur cette scène. Donc on essaye de faire valoir la VAP dans les médias. Voilà.
Donc évidemment, pour pouvoir défendre les intérêts de la vape, c'est d'abord comprendre et défendre le gain qu'apporte la vape sur un plan médical. Pour ça, je propose de redonner la parole au docteur Lowenstein. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit point sur ce gain profond en termes de sevrage que peut apporter la vape? Oui, absolument. Rappelez d'abord les méfaits du tabagisme avec combustion. C'est-à-dire que dans l'esprit de tous, la lutte contre le tabac est annoncée comme cela. Mais c'est la voie d'administration qui pose problème, qui est à l'origine des méfaits, qu'ils soient cancérogènes, qu'ils soient cardiovasculaires. Ce n'est pas du tout la même chose d'utiliser du tabac sous forme de snus, là on a le recul de l'expérience suédoise, que d'avoir cette utilisation du tabac avec combustion, c'est-à-dire la cigarette classique, comme on le dit parfois un peu légèrement. Même si vous fumez de la laitue ou de la salade, vous aurez les risques de la combustion. Vous n'aurez pas les effets psychoactifs du tabac, de la nicotine notamment, à moins qu'il y ait dans la salade, il faut que je regarde quand même, il faut que je vérifie. Quoi. Il y a de la nicotine dans la vanille de plus en plus. Dans la vanille, dans les tomates, etc. Mais l'aubergine. Pour fumer de la tomate, bon courage. Quoi. Bon, tu vois, le problème de la voie d'administration, je fais un saut dans le passé, on en parlait ensemble il y a quelques minutes, disant quand on a expliqué pour lutter contre la dissémination du VIH-Sida, que chez les héroïnomanes, dont on parlait assez peu en fait d'un point de vue médical, le problème en quelque sorte bien sûr était l'héroïne, mais que pour la dissémination du virus, le problème c'était le partage de la seringue. Et que la première mesure protectrice en 1987 fut prise par Madame Barzac pour remettre en vente libre le matériel d'injection, pour remettre en vente libre la seringue. Et là, de façon étonnante, ça me fait un deuxième parallèle comme ça, enfin, comparaison, point de comparaison. Qui était contre la mise en vente libre du matériel d'injection par Madame Michèle Barzac, ministre de la Santé sous le règne, entre guillemets, du Premier ministre Jacques Chirac? C'était les experts en toxicomanie de l'époque. Alors que nous, dans nos lits de médecine interne, d'infectiologie, on voyait crever des gens jeunes de cette infection rétrovirale terrible dans des conditions abominables que même les plus jeunes médecins, je pense, ont tendance à oublier. Les experts étaient peu favorables à un changement, je dirais, de paradigme, d'approche. Là, la lutte contre le tabac, ok, ne prenez pas de tabac, c'est l'idéal. Mais si vous prenez du tabac, ne le fumez pas. C'est ça la réduction des risques. Et on a vu l'année dernière, non, la semaine dernière, enfin à l'ONU, qui n'est pas l'organisme le plus souple sur le sujet global des drogues. Donc en 2024, la semaine dernière, la Commission internationale de narcotiques drogues reconnaît que les stratégies de réduction des risques étaient efficaces en santé publique. 1987, 2024, si j'arrive à calculer, ça fait 37 ans. 37 ans, si on entend 37 ans pour les 75 000 décès prématurés liés à la combustion, liés au tabac, pardon pour la grande phrase et la précision, ça doit faire 2 750 000 décès. Est-ce qu'il faut attendre la même évolution? Je pense, moi je suis très content et je viens toujours quand Florent me le demande et d'autres, parce que, pardon de le dire comme ça, en soutenant la vape, vous êtes comme AIDS, l'association AIDS, ou ACT UP pour certains en termes de connaissances scientifiques, des militants de l'espoir et de la réduction des risques. À mes yeux de médecin. Et plus vous serez, je suis content de voir que ça fonctionne, et là on parlera de la taxe ou des taxes, parce que c'est une façon pour moi d'inscrire
l'État dans une dépendance aux taxes, donc à la vape. Mais ça, on aura peut-être une discussion. Hein. Continuez de vous mobiliser sur cette idée que la lutte contre les maladies induites par la combustion commence par la réduction des risques. L'abstinence, c'est la tyrannie de l'idéal dans un premier temps. D'accord? Je m'arrête là. Oui. Peut-être au rayon des bonnes nouvelles, le fruit de plusieurs années de travail, on parlait des Nations Unies. Au niveau concret européen, au niveau du Parlement européen, on a eu vraiment le grand bonheur d'avoir 2 rapports positifs qui font une mention explicite de la vape comme outil de réduction de risque et qui stipulent la vape peut aider les fumeurs à sortir du tabac et du tabagisme. Et on a eu 2 rapports d'initiative, un dans le cadre du rapport sur le cancer, donc combattre le cancer en 2022, et l'autre très récent, à l'automne 2023, dans le cadre des maladies transmissibles, communicable, ouais, c'est non transmissible. Voilà, et donc dans la partie, on va dire, prévention, voilà, lorsque le tabac est mentionné ou la combustion dans le cadre voilà, des cancers et de la capacité à pouvoir sortir du tabac, la mention de la vape. Donc très grande victoire et message d'espoir qu'on va utiliser et qu'on martèle au niveau européen auprès de tous les décideurs. L'autre aspect aussi, mais là on ne va pas rentrer dans un débat scientifique, la difficulté, nous, dans notre pratique, c'est qu'on a des très bons chiffres. On a des autorités publiques, des centres de recherche complètement indépendants qui démontrent, chiffres à l'appui, notamment que la vape est 95% moins nocive que le tabac. C'est le Public Health England, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est des études qui sont sérieuses, qui ont été réitérées. Ça existe. Donc nous, dans notre pratique, on ne dit pas la vape c'est inoffensif, on dit la vape c'est 95% moins bon que la combustion et que le tabac. Et il faut en sortir. Et notre message est aussi de dire, vous ne fumez pas, commencez pas. Vous êtes fumeur, vous voulez arrêter de fumer, essayez, vous n'y arrivez pas, la vape peut vous aider. Et c'est vraiment un message très fort et attendu. Peut-être un 4e point aussi sur le côté voilà, du panorama européen. La Commission européenne a établi un objectif de 5% de prévalence tabagique à l'horizon 2040. On a quand même des États membres qui ont des taux, la Suède 7%, jusqu'à la Grèce, Roumanie, où on est dans les 30%. En France, je crois qu'on est autour de 25-24%. On a fait le calcul. Il y a un marché, entre guillemets, de 100 millions de fumeurs qui doivent arrêter de fumer si on veut remplir cet objectif de 5%. Alors quand on nous parle de l'effet passerelle, quand on nous parle des arômes qui attirent les jeunes à qui qui ne devraient pas avoir accès à la vape, je pense qu'avant tout, le message, c'est qu'on a déjà 100 millions de personnes dont il faut s'occuper et qu'il faut aider. Je vous remercie pour ce Oui, docteur. Très rapidement, une petite précision pour conforter ce que vous avez dit, que ça soit ce qu'on appelle la revue Cochrane, hein, qui est très important parce que ce sont des suivis pendant des années, voire des décennies. Que ça soit dernièrement un éditorial du New England Journal of Medicine en janvier 2024, ce qui n'est pas rien. Les scientifiques, pour leur majorité, il n'y a pas une adhésion complète encore pour des raisons qu'on connaît en médecine. Vous avez vu, par exemple, pour le Covid, tout n'était pas clair, tout n'était pas simple, tout n'était pas adossé scientifiquement avec, on va dire, un ensemble très harmonieux. La vape est, à l'heure actuelle, à ce jour, le meilleur moyen de sevrage du tabagisme avec combustion. C'est le meilleur moyen de se défaire de la cigarette classique. Ce n'est pas rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres moyens, que c'est l'élargissement de la palette thérapeutique doit être favorisé, mais à partir de l'instant où, médicalement, épidémiologiquement parlant, vous avez en un méthodologique le meilleur moyen de valider. Pardon pour le discours médical, encore une fois, hein, c'est très médico-médical, j'en ai conscience, mais voilà, dire, on reparlera de l'effet passerelle, c'est un mythe et légende évidemment, meilleur moyen de sevrage du tabagisme avec combustion. Et c'est validé par l'opinion publique,
par l'IFOP. On a mené avec Je suis Vapotage un sondage avec l'IFOP en septembre 2023 auprès de 1000 Français. On a fait 2 sondages, un qualitatif, un quantitatif, et 66% des Français reconnaissent que c'est le meilleur moyen de sevrage tabagique. Et ça a été encore confirmé par un sondage il y a 3 semaines mené par BVA sur commande de Cumulus, qui n'a pas fait beaucoup de bruit car BVA a eu l'interdiction par les associations anti-fumeurs de communiquer sur les résultats du sondage. On en est là quand même. On nous interdit de publier les résultats d'un sondage sur la vape en France. Mais il va exactement dans le même sens. Je crois que c'est 65% aussi des Français reconnaissent que c'est le meilleur moyen de sevrage tabagique. Donc il faut quand même qu'on avance. Les médecins le disent, les Français le disent, nous on le dit. Il faudrait que les gouvernements nous écoutent. Agnès Dubois-Collineau, vous êtes spécialisée évidemment sur les relations avec le gouvernement et l'État français. Où en est-on de cette prise de conscience relative à la vape en France ? Alors moi je vais essayer de ne pas plomber l'ambiance, mais néanmoins il faut vraiment être conscient que la France faisait jusqu'ici vraiment figure d'exception en Europe, où en fait on a quand même un cadre législatif et réglementaire en France extrêmement permissif dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens de pouvoir faire en sorte que la vape comme outil de sevrage puisse véritablement se développer de manière créative pour attirer un maximum de fumeurs qui ont pour but de se sevrer grâce aux produits du vapotage. On était vraiment le dernier petit village gaulois, la plupart des États membres ayant soit répondu aux sirènes de la taxation, soit déjà commencé à interdire certains arômes, voire à publier des listes positives d'arômes, comme l'ont fait les Pays-Bas récemment, se questionnent sur le paquet neutre, etc. Et donc nous, on était dans une situation au niveau national extrêmement satisfaisante, privilégiée, on en était très conscients. Tous les professionnels le sont. Et là-dessus, je rappelle, je pense que c'est important, nous, au niveau de notre travail auprès des institutions, il y a une chose en fait qui peut faire complètement basculer demain le marché de la vape en France, c'est des comportements irresponsables de certains professionnels. Et très clairement, le discours que vous avez, professeur, sur effectivement l'intérêt d'un point de vue médical, si on a des professionnels qui font n'importe quoi et qui cherchent à vendre absolument aux jeunes ou ne respectent pas le cadre législatif et réglementaire sur la promotion et la publicité, par exemple, etc., forcément, quand on va rencontrer le législateur, il nous dit « mais attendez, oui, sur le papier, je veux bien, il y a des médecins qui disent que c'est une réduction des risques, mais c'est pas censé être vendu aux mineurs. Or, le déferlement de la puff, par exemple, qui nous a fait énormément de mal, on va en reparler, je pense. Donc aujourd'hui, on est quand même, on le sent vraiment, au niveau national, dans une phase 2024-2025 qui va potentiellement être très compliquée à manœuvrer. À la fois parce qu'on a de bonnes nouvelles, effectivement, il y a de plus en plus de publications extrêmement sérieuses qui démontrent en fait l'utilité de la vape. C'est l'outil préféré des Français pour se sevrer et c'est l'outil le plus efficace. C'est l'ANSES qui le dit. Mais néanmoins, on sent là, avec la publication du nouveau plan national de lutte contre le tabac, un changement de paradigme en France, où là, on vient sur l'interdiction de certains arômes, on vient sur le paquet neutre. La taxe n'est pas loin derrière, même si elle n'est pas citée pour l'instant. Voilà, donc on a une année 2024-2025 qui vont être compliquées. Il va vraiment falloir se battre en France. On sait bien qu'en fait, il y a 2 grands dangers. L'un qui concerne les arômes, l'autre qui concerne les taxes sur les produits nicotinés. En amont de ça, peut-être pour notre public, ce serait intéressant de revenir sur la mécanique qu'il y a derrière. En fait, qu'est-ce qui vient de l'Union européenne? Qu'est-ce qui vient de l'État français? Comment ça s'articule? En fait, est-ce qu'on peut revenir sur cette TPD, puisque c'est le sujet de la table ronde? Qu'est-ce que c'est? Et un petit état des lieux de leur philosophie, avant de parler évidemment des risques qu'on encourt derrière. Alors la TPD, la directive produits du tabac, a créé un cadre et a permis le développement du marché européen de la vape dans les clous, avec, pour rappel, des demandes de mise d'autorisation sur le marché, délai de 6 mois, quelque chose de très important aussi, vraiment qui est clé et qui nous a prémunis contre de graves crises sanitaires, c'est la limitation à 20 mg au niveau de la concentration nicotinique, qui était vraiment très très importante. Donc, tout cela a créé un cadre, on va dire, sécurisant et sécurisé pour les consommateurs,
vous, en tant que praticien, et voilà, parfois, il y a eu des moments où certains États membres, ils mettaient plus de 6 mois à donner les autorisations et c'était pénible, mais il y a eu un contrôle important, ce qui a fait qu'on a des produits de qualité surveillés sur le marché européen. Et ça, c'était absolument essentiel pour favoriser son développement. Et derrière, il y a de la marge de manœuvre. Par exemple, sur les arômes, la directive produits du tabac, elle dit que les États peuvent autoriser voilà, des produits à base d'arômes, etc. Il n'y a pas d'interdiction. Et la même chose pour les jetables. Donc ça sera d'autres choses. Un dernier point, au-delà de la directive produits du tabac, il y a un cadre réglementaire européen qui peut s'appliquer, produits chimiques, labellisation, enfin, voilà, indication, étiquetage, électromagnétique, ce qui fait que les produits qui entrent sur le marché européen ou qui sont produits en Europe sont fiables et bons pour le consommateur. D'où aussi notre combat pour qu'ils restent accessibles en prix. Et on va revenir là-dessus avec les menaces qui pèsent sur la taxe. Forcément, plus une bouteille de liquide va augmenter en prix à cause des accises, plus on va avoir un développement du marché noir. Et c'est un de nos grands arguments aussi par rapport à limiter ce taux d'accise au niveau européen. Mais j'aimerais comprendre plus précisément, Stéphanie Pochon, derrière ces discussions techniques qui aboutissent à la TPD, qui sont les acteurs à Bruxelles? Est-ce que ce sont des experts des États? Est-ce que ce sont des lobbies peut-être d'industries qui sont concurrentielles à l'industrie de la vape? Éclairez-nous un petit peu sur les acteurs qui sont derrière ces actions. Ouais. Alors, pour l'instant, le cadre n'a pas été modifié. On attendait à une réouverture du texte, peut-être d'ici le changement de commission, mais ça n'a pas été le cas. Donc le grand chantier, ça sera pour après 2024, plutôt 2025. Donc le cadre actuel, pour vous au quotidien, il va rester en vigueur pendant au moins 5 ans. Là, pour l'instant, ça ne va pas bouger, avec le bémol sur les arômes, où là, les États membres ont de la marge de manœuvre pour des considérations de santé publique, et au niveau des jetables. Après, au niveau des grands acteurs, alors, on a l'équivalent du ministère de la Santé, qui s'appelle la Direction générale de la Santé, qui traite la vape comme du tabac. Voilà. Donc on a des accès plutôt limités, ils sont dans une vision assez ayatollah et ils ne reconnaissent pas, ils n'ont pas une approche en termes de réduction de risque, ce qui est forcément compliqué dans notre travail. Ensuite, on a le Parlement européen qui s'est montré assez ouvert. On a beaucoup travaillé avec les députés pour expliquer cette réduction de risque et on a eu ces 2 victoires dont j'ai parlé qui sont absolument clés et dont vous pouvez vous servir aussi. Voilà, pour toi Agnès bien sûr, mais pour tout le monde, c'est vraiment très important et c'est le fruit d'un travail de longue haleine où on a explicité les choses de façon le plus juste possible. Et puis derrière, bien sûr, et on reviendra sur la fiscalité, voilà, on a on va dire l'empire du tabac ne nous fait pas de cadeaux à Bruxelles. Donc dès qu'ils peuvent faire en sorte que la réglementation nous devienne un peu défavorable, ils le font. Donc voilà. Donc à la fois, on a les ayatollahs de la Direction générale de la Santé, on a son bras armé technique ou scientifique qui s'appelle le SCIR, donc c'est une sorte de commission, enfin de comité d'experts. Et là, encore une fois, c'est des experts. Quand on a regardé un peu le travail qui avait été fait, c'est parcellaire, c'est biaisé. Et en fait, la conclusion était annoncée avant même la rédaction du rapport. Et c'est parfois ce qui aussi nous pose problème en disant reconnaissez un petit peu l'état de la science et cessez de mettre systématiquement certaines études très fiables et indépendantes de côté. Juste peut-être pour compléter au niveau national, parce que les parties prenantes sont à peu près les mêmes. Ce qui se passe au niveau national est quand même assez particulier, c'est qu'on est dans une situation où les associations de lutte contre le tabac défendent les mêmes choses que Big Tobacco, ce qui est quand même assez dingue dans l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'ACT, par exemple, ou le CNCT et des NF aussi, mais l'ACT, par exemple, qui a publié, c'est eux qui ont soulevé le sujet des puffs et qui ont publié dès l'automne 2022 leur étude sur l'accès des jeunes à la puff, avec une étude sur 400 personnes, donc ça volait pas très haut. Mais néanmoins, ça a fait énormément de bruit dans la presse parce que bien évidemment la presse se saisit de ce genre de sujet un peu sexy, un peu sensationnel où on se dit qu'on met une cigarette électronique dans la bouche de tous nos ados. Émotionnel. Complètement. Et en fait, quand on est auditionné à l'Assemblée nationale ou au Sénat sur la proposition de loi visant à interdire donc les dispositifs jetables non rechargeables,
on se rend compte qu'en fait, l'ACT a très exactement les mêmes demandes que Big Tobacco. Pourquoi ? Parce que Big Tobacco, aujourd'hui, si jamais la cigarette électronique est forte, ça augmente l'érosion des ventes de tabac de combustion. Et donc, ils ont tout intérêt, même s'ils s'en défendent, à faire en sorte que la cigarette électronique ait des bâtons dans les roues au maximum et que ce marché ne soit pas si florissant. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où les associations de lutte contre le tabagisme demandent la même chose que les cigarettiers. C'est assez lunaire, en fait. Moi, j'ai jamais vu ça dans aucun autre dossier. Est-ce que ça signifie que derrière ces associations de lutte contre le tabagisme, il y a aussi en sous-main les entreprises de tabac ? Alors, je ne pense pas du tout qu'il y ait un grand complot entre Big Tobacco et l'ACT, en aucun cas. L'ACT est financée notamment par le ministère de la Santé, avec des moyens financiers qui sont absolument colossaux, hein, les subventions publiques dont disposent ces associations. Nous, on travaille avec nos petits bras musclés comme on peut, mais on n'a pas du tout les mêmes moyens pour défendre la vape. Mais l'important, c'est l'argument, c'est pas forcément les moyens qu'on y met. À cela près qu'il y a une grosse problématique, et notamment de communication, et je pense que Je suis vapoteur fait une part très intéressante, c'est en fait l'opinion publique. L'enjeu, c'est l'opinion publique. Et aujourd'hui, quand vous êtes un acteur de la vape, arriver à avoir une surface de communication dans la presse, c'est très compliqué. De la même manière que c'est compliqué d'avoir un prêt auprès de votre banquier parce qu'on vous dit « Ah non, mais la vape, nous, on ne prête pas à l'industrie du tabac ». Enfin, c'est un secteur qui, aujourd'hui encore, a beaucoup de difficultés à être reconnu comme étant un acteur de réduction des risques, qui est souvent associé au tabac et qui, pour les journalistes, n'est pas forcément audible, ce qui est un vrai problème. Florent Beriotti. Ouais, moi, je voudrais rajouter une chose, c'est qu'en fait, on est en train de tomber en plus dans un piège avec les associations anti-tabac, c'est qu'en fait, elles ont décidé que Big Tobacco, c'est Big Tobacco historique, mais c'est nous maintenant. C'est ça leur dernière communication, c'est d'essayer de faire croire que nous tous, ici et là, en réalité, on veut faire plonger toute une génération dans l'addiction, dans le machin, considérant qu'il y a quand même 12 millions de fumeurs encore qui se foutent de la vape et 3 à 4 millions de fumeurs convaincus que la vape c'est mieux pour eux. Donc en fait c'est complètement absurde. On n'est pas Big Tobacco, on est là depuis le début. On a fait un micro-salon il y a 10 ans et là pour les 10 ans du Vape Expo, c'est une vraie industrie. C'est une industrie quand même très principalement responsable. Il y a des grandes marques qui lead, je pense, plutôt bien ce secteur depuis le début. Mais le risque, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle aux médias de plus en plus, qui ont été briefé très clairement par l'ACT, CNCT, Loïc Josserand, pour le citer, qui est le représentant dans les médias de ces associations. Malheureusement, aujourd'hui, ils nous ferment les portes, comme vous le dites très bien, comme tu le dis très bien, Agnès, des médias, parce que les médias ont peur qu'en parlant simplement de la vape, ils en fassent la promotion. Ils leur ont fait croire que informer les gens sur la vape, c'était de la promotion de la vape. Et nous, effectivement, on n'accepte absolument pas ça. On n'acceptera jamais, et c'est pour ça qu'on vous dit à tous, unissez-vous, ne croyez pas que votre petite voix dans votre magasin de vapoteurs n'est pas importante, elle l'est, parce qu'il n'y a pas assez de messages publics qui sortent. À vous de les faire sortir, à nous de les faire sortir. On n'a pas d'alliés autres que nous-mêmes, on doit tous être ensemble. Et là-dessus, très sincèrement, d'un point de vue lobbying, et je pense que Stéphanie aura le même avis, l'indépendance de la filière vapotage vis-à-vis de Big Tobacco est le dernier bastion de valeur sur lequel on est vraiment inflexible, parce que sans ça, on perd toute possibilité d'être audible. Je vous remercie. Je propose qu'on aborde la question justement des risques d'évolution de la TPD plus principalement. On a évoqué les deux risques. Tout d'abord, la question des arômes. On sait bien qu'on est souvent attaqué là-dessus, avec cette question, est-ce que les arômes, finalement, n'étant pas trop accessibles pour les jeunes, avec des arômes sucrés, bonbons, etc., ne provoquent pas, ne sont pas justement trop attractifs et provoquent ensuite un effet de passerelle. Docteur Lowenstein. Alors, très rapidement, dans le cadre du sevrage tabagique, les arômes sont bienvenus. Il y a quelque chose à la Raymond DeVos, pour ceux qui ont connu ces sketchs, d'absolument terrible, de dire, en gros, tous les arômes vont être interdits, sauf celui du tabac, pour ceux qui veulent se sortir du tabac, quoi. Il y a un raisonnement un peu particulier, mais peut-être que, encore une fois, il y a des sketchs plus réussis que d'autres. En ce qui concerne l'effet passerelle, alors ça, c'est vraiment pas une nouveauté. À chaque fois que vous êtes
dans une mesure protectrice qui bouscule les paradigmes officiels, vous retrouvez à peu près ce mythe et légende de qui fume un œuf s'injecte un bœuf. C'est quelque chose qui permet de dire au nom de la jeunesse, on démolit, on va dire, ce à quoi on n'avait pas pensé, ce qu'on ne dirige pas. Il faut bouger des baronnies à différents niveaux, en plus d'un certain, évidemment, aspect économique, et on viendra un peu sur les taxes, je pense, plus tard. Mais l'idée de l'effet passerelle, que ça soit pour la vape, que ça soit pour le cannabis et les drogues plus dures après, appelées plus dures après, encore une fois, c'est à peu près du niveau du Père Noël, de la femme ou de l'homme idéal, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'on devient sage en vieillissant. Voilà, il y a un côté mythe et légende comme ça, qui est assez extraordinaire et qui n'est pas retrouvé dans les études. À chaque fois, et Bertrand Dotzenberg, entomologue que vous connaissez bien, impliqué vraiment, je dirais, de façon rigoureuse dans l'évaluation, notamment à Paris, de cette question de l'effet passerelle, dit non, c'est plutôt un distracteur, un protecteur, c'est-à-dire plutôt que les personnes jeunes rentrent dans le tabac avec combustion, s'ils doivent rentrer dans une utilisation de la nicotine, la vape va être un distracteur et non pas un retardateur, non pas un pied, un step vers. Donc, pour l'instant, sur les études que nous avons, s'il vous plaît, ne reprenez pas l'idée, autant que faire se peut, je sais que ça fait très moral, au sens de protection de la jeunesse, on se dévoue pour protéger la... C'est typiquement les exemples où la morale est devenue immorale. Ouais, et je veux bien t'emboîter le pas, William, parce que c'est typiquement il y a deux visions en fait. On peut critiquer ce que fait la vape, les couleurs, les machins, les arômes. Quand il y a encore 12 millions de fumeurs, ça me semble vraiment pas la bonne direction. Il y a des lois qui existent déjà. Il y en a une qui interdit à un jeune d'acheter du tabac en France. Quand on n'a pas 18 ans, on n'a pas le droit d'acheter du tabac. Donc déjà, on aimerait bien que cette mesure soit appliquée. On aimerait bien aussi que les médias, au lieu de nous parler de vape, ils nous parlent du tabagisme en France. Ils ne le font plus. Et concrètement, il faut mettre une porte d'entrée sécurisée pour les jeunes. Nous, c'est ça notre premier combat. C'est pas les couleurs, les arômes, les machins. Ça, c'est nous mettre dans un coin. C'est pas vouloir parler du vrai problème qui est le tabac et qui est l'accès du tabac aux jeunes, l'accès de la vape aux jeunes, l'accès de la pornographie, du cannabis, de tout ça aux jeunes. C'est ça le problème. Ce sera toujours le problème. Et c'est le problème majeur. Après, on fera peut-être des concessions parce qu'on va se faire mettre dans des coins avec ces histoires de barbe à papa et compagnie. Mais c'est pas... Désolé, il ne faut pas céder comme ça. Il faut leur rappeler d'abord que oui, il y a une porte d'entrée à fermer. Et en communication, c'est la même chose. Il faut être responsable sur la communication auprès des jeunes. Il ne faut pas en faire. Il ne faut pas aller faire de l'influence auprès de gamins de 15 ans ou 12 ans, encore pire, évidemment. Et la vape ne veut pas ça. C'est un effet de bord. Et il y a eu un documentaire sur Netflix, là, que je trouve dans la conclusion, il y a quelque chose de très intéressant qui dit, et c'est toute notre problématique, on peut difficilement sauver tous les fumeurs en protégeant tous les mineurs. Voilà notre problématique aussi. Peut-être juste sur l'interdiction de vente aux mineurs, si on reprend la très mauvaise étude de l'ACT sur les puffs, le réseau de distribution dans lequel les mineurs déclarent ne pas être capables d'acheter une puff, ils n'y arrivent pas, c'est les boutiques spécialisées, 0%. Par contre, les épiceries de nuit, les buralistes, le web, là-dessus, pas de problème, ils arrivent à se... Quand on va voir les parlementaires ou quand on va voir le gouvernement et qu'on leur parle de ça, bien sûr, on marque des points. On est raisonnable et responsable. Si on passe sur la deuxième partie, sur ce que vous disiez, professeur, sur le fait que c'est un distracteur, et leur dire, en fait, au final, aujourd'hui, les ados, et c'est ce qu'on a vu aux US, les ados, il vaut mieux que si jamais ils ont besoin de tester l'interdit et de transgresser et d'aller tenter quelque chose, il vaut mieux qu'ils se mettent à la vape plutôt qu'à la cigarette de tabac. Là, on redevient inaudible. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des gens qui sont dans une démarche dogmatique, hygiéniste,
et qui nous disent « Ah, mais donc vous êtes pour la vente des produits du vapotage aux mineurs ?» Non, pas du tout. En aucun cas. C'est interdit. D'ailleurs, on n'en vend pas. Mais néanmoins, moi, je suis maman de préado. Je sais ce que c'est que la vape. Alors, je ne suis pas fumeuse et je n'ai jamais été vapoteuse de facto. Mais néanmoins, connaissant maintenant le milieu de la vape, demain, si ma fille de 14 ans revient à la maison avec un truc dans la bouche, je préférerais que ce soit une vape, y compris une puff, plutôt qu'une cigarette de combustion. Le décideur public français aujourd'hui n'est plus capable de l'entendre. C'est difficile quand tu rapportes justement les chiffres des États-Unis, où tu as les deux courbes qui se croisent, le tabac avec combustion qui s'écroule et la vape qui augmente. Ce qui prouve bien, c'est par rapport à l'effet passerelle, hein, parce que c'est valable chez les jeunes, donc qu'il n'y a pas du tout d'effet passerelle, au contraire. Hein, on revient à l'idée de distracteur. C'est là où le changement de logiciel est vraiment difficile à obtenir et j'espère qu'il aura lieu. Parce que la réponse, c'est « Ah oui, ils arrêtent de fumer, mais vous voyez, ils vapent, ils vont devenir dépendants à la nicotine. » Et là, ce qu'on a à remuer me rappelle, je vous l'ai dit, à la fois la mise en vente libre du matériel d'injection dans un contexte terrible de diffusion du virus VIH, du VIH-Sida, mais aussi les premières réactions quand il y avait eu, alors que maintenant, ça, grâce à la télé, un truc un peu positif, grâce à Christophe de Chavannes, quelque chose de très positif, quand on soutenait l'installation des distributeurs de préservatifs dans les lycées. Pas simplement dans les boîtes de nuit, dans les lycées. Et là, on avait vu monter, hein, mais c'est de l'incitation. C'est de l'incitation à la relation sexuelle, à la débauche, de même que la mise en vente libre du matériel d'injection allait faire augmenter les injections d'héroïne. Donc, tu vois, on retrouve la tyrannie de l'idéal, et je vous entendais un peu taper sur la DGS, etc. Je voudrais vous dire, on avait eu l'espoir à une période que ce qu'on peut appeler une politique de santé des drogues et des addictions change là aussi de paradigme. Parce que la situation actuelle, c'est qui fait quoi, qui décide quoi. Tu prends les drogues licites, tabac, alcool, plus de 120 000 décès prématurés par an. 120 000 décès prématurés par an. Vous voyez la mobilisation qu'il y a pour les accidents de la voie publique, pour 3 500 décès par an, qui sont terribles, nous sommes d'accord, mais 3 500, presque 125 000 décès par an. Comment l'organisation, qu'est-ce que c'est qu'un comité interministériel de sécurité sur la voie publique, de diminution, et comment on est passé de 18 000 morts, grâce à Jacques Chirac essentiellement, à 3 500 morts. Tu regardes, qui s'occupe des drogues licites en France? Tabac, alcool. Je vais vous répondre, c'est Bercy. C'est pas la DGS, c'est pas le ministère de la Santé. C'est Bercy qui a le dernier mot. Qui s'occupe, on va dire, des stratégies de politique de santé des drogues dites illicites? Cannabis, héros, cocaïne, ecstasy, nouveaux produits de synthèse, catinate, tout ce que vous voulez. Ministère de la Santé? Non. Ministère de l'Intérieur. Donc, tant qu'on n'a pas, me semble-t-il, un changement majeur qu'il faudrait voir apparaître dans certains programmes politiques, où le ministère de la Santé arrête non pas d'être la 5e roue du carrosse, mais la 5e roue du brancard. Du brancard qui, à l'heure actuelle, n'est plus que sur 2 roues, quoi. Tant qu'on n'a pas cette responsabilité qui paraît légitime en termes de santé publique, ça va être compliqué. Et un petit mot sur les taxes quand même, parce que là, après une audition au Sénat, il a fallu que je me cogne un certain nombre de travaux. Et puis, il y avait eu, avant l'office parlementaire, enfin bicaméral, un Lopez, qui dit des choses intéressantes. Parce que les politiques aussi ont besoin d'être informés là-dessus. Donc, c'est vrai que la question des taxes pour un médecin, hein, pas pour un lobbyiste, c'est est-ce que c'est efficace, à quoi ça sert? Et là, on rentre dans des trucs économétriques compliqués,
pour ce que nos collègues canadiens appellent les taxes puritaines. Je trouve l'expression mais géniale, quoi. Les taxes puritaines qui ont été créées pour que l'État essaye de diminuer les consommations nocives des produits qu'il vend lui-même. Ça concerne l'alcool, le tabac, les jeux, l'alimentation trop salée ou trop sucrée. Quand vous regardez, juste pour la France, je crois qu'on doit être à 15 milliards à peu près de taxes par an, vous me corrigez, pour le tabac, 5 milliards par an pour l'alcool, parce que le vin est à 0%, parce qu'on est français ou on ne l'est pas, et n'ayant toujours pas compris que pour être un bon vivant, mieux vaut être vivant, mais je ne rentre pas dans cette discussion-là. Et puis, je crois, 4 milliards pour le jeu, essentiellement la Française des Jeux qui se fait taxer plus que d'autres. Donc, vous dites, est-ce que c'est efficace? Puisque normalement, c'est fait pour baisser, et c'est votre crainte, le nombre de consommateurs. Mais il n'y a qu'un souci, c'est que quand un système, évidemment, rapporte 25 milliards par an, quand on cumule tout, il est difficile d'espérer une trop grande efficacité, c'est-à-dire la disparition des consommateurs, qui sont taxés plus, certes, qui se réduisent un peu. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, sans être pro en économétrie, mais addictologue, que l'État devient dépendant des taxes puritaines pour boucher en fait un trou supplémentaire ou essayer de limiter justement le déficit budgétaire. Donc la réflexion sur les taxes en termes de pérennité de la VAP, je me fais provocateur pour vous, moi je pense que c'est une façon d'inscrire dans la pérennité la VAP, même s'il y a un peu de douleur, d'augmentation de ceci, d'augmentation de cela, c'est clair. Mais une fois que l'État sera rendu dépendant aux propres taxes sur la VAP et que peut-être un jour il s'apercevra que les taxes sur la VAP rapportent plus que les taxes sur le tabac avec combustion et sur coûtent moins cher. Mais ça, c'est toujours à 20 ans, 30 ans. Stéphanie, peut-être... Alors, sur la taxe, ce qui nous dérangeait, c'est le fait qu'on gomme complètement la différenciation. Donc si on taxe, si on introduit des accises, ça veut dire que c'est nocif, la VAP. Donc c'était ça notre problème. Mais fondamentalement, le fait d'être encadré... Alors, bonne nouvelle pour la France, a priori, et je le dis aussi à Charlie et aux autres, le gouvernement français devrait garder une ligne, on les a vus à Bruxelles, sur 0. Parce que ça sera introduit au niveau européen. Donc il va y avoir une taxation. Là, il y a certains États membres qui sont à 30 centimes. À Bruxelles, en Belgique, le petit flacon est passé de 5,80 à 7 €, puisqu'il y a une taxe de 15 centimes. C'est pas rien pour le consommateur. Par millilitre, non? Par millilitre, oui. La première guerre perdue, excuse-moi, bien sûr. La première guerre perdue, c'était de laisser s'inscrire la VAP dans le produit du tabac. Ah oui. C'était avant Comment celle-là, si tu veux, évidemment, un jour pouvoir peut-être la récupérer. Mais là où je vous rejoins, c'est que ça, quelque part, une fois qu'on est intégré dans un système, on aura de nouveaux arguments, notamment pour lutter contre l'interdiction des arômes, en disant si vous les interdisez, on va avoir une diminution. On joue un peu entre la peste et le choléra. C'est un peu à double tranchant. Mais c'est à double tranchant, mais en plus, on joue entre la peste et le choléra parce que moi, je veux revenir à cette histoire d'Amérique et je recolle sur les taxes. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'Amérique, les courbes qui s'inversent. Elles repartent dans l'autre sens depuis qu'on a banni les arômes. Et ça, c'est une démonstration par l'exemple qu'effectivement, quand tu bannis les arômes, les gens reprennent la cigarette. Et de la même façon, la taxe, il ne faut juste pas tomber dans un piège de dire « Ok, c'est 0 aujourd'hui, mais demain, ça va être indexé sur le tabac ». Parce qu'aujourd'hui, la façon de coller la taxe en Europe, c'est une indexation sur... une correspondance très fausse entre le paquet de cigarettes et le liquide. Et ça, c'est un gros truc contre lequel il faut se battre, parce qu'aujourd'hui, ils ont piégé l'Italie notamment grâce à ça, en disant, et les Italiens, certains Italiens essaient de se battre en disant non, votre correspondance tabac elle est fausse, donc votre taxe est trop élevée. Et effectivement, elle est dissuasive. Donc il y a le problème des arômes interdits. La courbe remonte et la taxe de la même façon, si c'est 0 c'est super, mais ça ne durera pas très longtemps et puis on s'indexera sur les autres et là ce sera prohibé. On ne voudra plus y aller. Agnès Dubois-Colino. Un autre sujet sur la taxe, alors sans devenir trop technique, mais c'est qu'il y a taxe et taxe. Comment est-ce qu'on taxe demain ?
est-ce qu'on taxe au volume de liquide ou est-ce qu'on taxe ad valorem par rapport au prix auquel le fabricant sort son flacon? La taxe ad valorem, c'est la pire solution qui soit, parce qu'en fait, on va se retrouver avec des produits qui seront plus taxés quand ils sont qualitatifs. Ce qui est une hérésie. Enfin, je veux dire, on est sur un outil de réduction des risques. Au plus le produit est de bonne qualité, au moins il y a des composants à l'intérieur qui sont potentiellement nocifs pour la santé. Et au plus on est dans la réduction des risques, donc au moins il faut taxer au final, ou en tout cas il ne faut pas plus taxer ces produits-là que des produits éventuellement, ne serait-ce que d'importation, qui pourraient être de moins bonne qualité, ou dont on ne connaît pas toujours l'intégralité des composants, par exemple. Stéphanie Pochon, là, pour achever cet échange, il nous reste une dizaine de minutes. J'aurais aimé justement, peut-être pour le public, qu'on ait une vision claire quand même sur ces risques d'interdiction d'arômes au niveau européen. Je sais que vous connaissez bien le marché européen. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, où ils en sont précisément, et aussi justement pour cette question des taxes que vous avez évoquées. Concrètement, à quoi on peut s'attendre? Vous avez parlé de la Belgique, je crois qu'il y a d'autres pays. Vous pouvez nous faire un petit état des lieux justement au niveau européen, et à quoi on peut s'attendre, nous, marché français venant de l'Europe? Ok. Au niveau des axes, on est à 17 États membres sur 27 qui ont introduit des axes. J'ai un petit tableau ici. La France figure sans axes. Vous êtes parmi les derniers bastions. Les Belges sont les derniers à avoir introduit. Et on est entre 9 cents par millilitre jusqu'à, malheureusement, en Suède, 36 cents par millilitre. Il y a l'aventure italienne qui n'est pas inintéressante. Ils ont commencé très haut. Ils se sont rendus compte qu'en fait d'être trop, ça détruisait le marché, qu'ils ne collectaient plus de taxes, et ils ont abaissé et jusqu'à trouver un équilibre à peu près correct. Ils sont à 13 centimes. L'Allemagne vient d'introduire aussi des axes qui vont monter de façon graduelle. Ça, c'est du ressort des États membres, et on a ce cadre qui est européen, qui devait être amené à évoluer. Pour l'instant, il n'y a rien qui est dit sur les axes pour les produits de la vape. C'était à chaque État membre de décider. On va avoir une révision du texte, et au niveau européen, les États vont se mettre d'accord sur un taux minimal. On a de sources sûres, confirmation que les Français allaient se battre pour que ce taux minimal, ce soit le taux zéro, ce qui puisse finalement introduire des axes, mais à taux zéro, ça revient à, pour l'instant, ça inscrit le principe d'une taxe éventuelle dans la réglementation, mais ça laisse de la marge de manœuvre aux États membres qui ont envie de mener une vraie stratégie de risque, de réduction de risque. Et nous, ce qu'on explique aussi volontiers à Bruxelles, c'est un État membre qui a 30% de prévalence tabagique, il ne va pas avoir la même stratégie de réduction de risque qu'un État membre qui a 7%. Donc c'est normal, peut-être, c'est normal, ça peut se comprendre que la Suède n'ait pas la même approche que la Grèce, la Roumanie ou la France, où les taux restent encore très élevés. Et donc on veut sanctuariser cette liberté, parce que de ce qu'on entend aujourd'hui, on est quand même dans un combat contre le conservatisme. Donc c'est vraiment important de pouvoir continuer. Sur les arômes, là on a des expériences, on n'a pas encore des très gros États membres, donc ni l'Italie, ni l'Espagne, ni la France, ni l'Allemagne, ils y réfléchissent, mais il n'y a pas d'interdiction des arômes. On a les introductions d'interdiction des arômes, c'est les Pays-Bas, c'est le Danemark, c'était encore des marchés relativement modestes. Et on voit qu'il y a des grands cafouillages. Donc ils essayent, ils interdisent, ils ont des listes blanches, ce qui n'est pas terrible. Dans ces listes blanches, ça restreint vraiment la capacité à faire des arômes de qualité. Et puis surtout ce mirage de la santé publique. Donc ils ne regardent pas les taux de prévalence tabagique, ils disent en général la justification, et c'est pour ça que ce combat en responsabilité par rapport à la vente aux jeunes, au message qui soit net et clair, il est important, parce qu'à chaque fois que les États membres ont introduit des interdictions des arômes, c'était pour lutter contre la consommation des mineurs. À chaque fois. Et donc santé publique, mineurs, on doit les protéger. Et là, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre quand c'est comme ça. On a des solutions assez simples, je pense, sur les arômes. Je pense que les arômes, c'est essentiel qu'on se batte sur le fait que l'attractivité de l'arôme, elle est faite pour attirer le fumeur, pour l'aider à prendre du plaisir dans sa stratégie de sevrage et basculer sur le produit du vapotage. C'est pas fait pour attirer des jeunes. Aujourd'hui, il y a un cadre législatif et réglementaire très clair sur le fait qu'on n'a pas le droit de faire de packaging qui attire les jeunes. C'est interdit. Par contre, on a quelque chose sur lequel on est super fort en France, c'est la norme AFNOR. Je veux dire, il y a plein de professionnels, et Charlie en premier, qui se sont investis dans le fait de définir des normes pour avoir des produits de qualité.
dans la norme AFNOR, qui aujourd'hui n'est pas obligatoire, puisque c'est bien évidemment sur la base du volontariat, il y a un certain nombre de composants qui ne sont pas possibles, notamment les sucres. Enfin, toute la partie sucrante qui n'est pas bonne pour la santé et qui augmente l'attractivité des arômes. C'est ce qui permet de créer les arômes les plus attractifs, entre guillemets. On a la possibilité aujourd'hui, demain, au lieu de dire on interdit fraise tagada, alors que si ça se trouve, Rosalie, 68 ans, elle est arrivée à sortir du tabac grâce à la fraise tagada, il n'y a pas de raison de la lui supprimer. On a la possibilité aujourd'hui de dire demain, en fait, il y a peut-être des composés à interdire dans les produits qui de facto vont rendre peut-être certains arômes moins attractifs parce que moins sucrés ou sans colorant par exemple alimentaire et sans venir stigmatiser certains arômes qui n'ont pas moins que d'autres raison d'être pour certains fumeurs. Et ce combat sur l'interdiction des arômes, pour moi, l'attaque contre les arômes, c'est une attaque en règle contre la vape. Il ne faut pas se tromper de combat. On a trouvé que c'est la porte d'entrée pour essayer d'éliminer la vape qui a bien réussi. Donc moi, si je regarde au niveau du combat qui va s'ouvrir pour nous dans les 5 prochaines années avec des nouvelles institutions européennes, j'ai besoin que vous créiez l'alliance indépendante des scientifiques de la vape. Est-ce que ça serait possible ? Vous faites quoi cet après-midi ? Écoute, tout de suite ou cet après-midi on a encore un peu de temps. Non, c'est comment, en ce qui concerne aussi bien la santé publique que la dictologie, vous commencez à capter, en effet, des intervenants crédibles, formés, et un petit peu jeunes, parce qu'à mon avis, le combat va durer longtemps. Hein, donc, oui, mais il y a des passeurs, un peu plus jeune que moi, si tu veux bien, quoi, pour espérer vraiment que l'avenir vous donne tous les possibles. N'oubliez pas tout ce qui s'est développé. Je veux dire, là, il y a un discours, en effet, de protection, de lutte, de rivalité. Et encore une fois, où en effet, quand il y a le mot de réduction des risques, il faut balayer un certain nombre de paradigmes dans un certain nombre d'institutions qui se sont créées, qui en vivent avec une idéologie, mais aussi avec des moyens attribués. Donc là, c'est comment, en effet, on fait une autre forme d'alliance. Vous avez beaucoup cité... Européenne. J'ai vraiment besoin d'avoir ces relais. Voilà, c'est trouvé, en effet. La dictologie est une science récente. Ne jamais l'oublier, quoi. Elle est née il y a une vingtaine d'années. Donc, si tu passes de la dictologie, qui est quand même très médico-médicale, d'accord, à une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appelle la santé des addictions, qui devrait être la santé des usages et des addictions. Mais pour moi, les addictions, c'est usage, abus et dépendance, sans oublier personne. La plupart des consommations, elles ne mènent pas à l'abus ou à la dépendance. Hein, donc, que ça soit, on a beau le dire, le cannabis, la cocaïne, 85% des usagers dans toutes les études ne sont pas des mésusagers, c'est-à-dire des usagers à problème. Et c'est là où la vape est tout à fait passionnante. Donc, addictologie, science jeune, ne l'oubliez jamais. Imaginez la réa, la cancérologie ou la néphrologie 20 ans après ses débuts. Maintenant, c'est à vous d'avoir une forme de crédibilité qui ne soit pas que commerciale, parce que je suis persuadé que l'addictologie, et j'en ai beaucoup parlé avec Flo là-dessus, est sensible à la réduction des risques qu'apporte la vape. Donc c'est un discours qui doit être authentique, transparent, pas croire que tout est bien, pas croire qu'on va pouvoir tout réguler, qu'il n'y aura jamais plus. Tu te souviens de cette épidémie dite de vape à cause de cette connerie d'acétate de vitamine E, etc. Donc j'ai envie de dire, je soutiens complètement la vape s'il y a du sérieux. Et je pense qu'il y a du sérieux. Et on a la chance en France d'avoir des personnes. C'est pour ça que j'étais un peu AIDS et ACT UP du temps du sida. Des personnes qui connaissent le sujet, des personnes qui sont impliquées, qui ont des intérêts économiques aussi. Mais comment sauvegarder ça sans devenir... Et c'est là où tu le sens bien. C'est genre, on ne veut pas d'un big tobacco bis qui serait un big vapoto, quoi. Non, mais ils sont en train de le décider pour nous. Mais pour dire, moi j'aimerais... Regarde autour, il y a des risques.
Ça fait 10 ans, si j'ose dire, que ça se développe. Plus, pour te donner un peu d'espoir quand même, c'est plus vous levez d'anticorps contre vous, donc plus vous levez d'anticorps, plus en effet vous êtes dans la bonne direction en santé publique. Oui, moi je voudrais donner un petit peu aussi d'espoir. Donc on est à 10 ans en fait. Moi j'étais pas lucide quand je suis rentré dans ce milieu, et étant devenu vapoteur en 5 minutes. Je me suis dit dans 6 mois il n'y aura plus de tabac. En réalité, ou dans 5 ans il y aura plus de vapoteurs. En réalité ce sera certainement 50. Et sur cette lutte qu'on expose là, ce ne sera pas 2 ans, ce sera certainement 20 ans. Tu as raison, voire 50. Et simplement, en attendant ça, en fait, nous, on est très impatients chez One Shot Media et chez Je suis Vapoteur. On ne veut pas attendre 50 ans. Et pour ça, on essaye de tous vous mobiliser, justement, de tous se réunir. Le message n'a pas toujours été compris par tout le monde. Mais en réalité, le principal, c'est les utilisateurs et les shops. C'est vous qui devez vous bouger. C'est vous qui devez aller sur le site jesuisvapoteur.org pour envoyer des mails à vos députés, pour leur faire savoir votre expérience de vapoteur, de commerçant qui parle tous les jours à des fumeurs, qui les fait décrocher. Vous ferez accélérer l'opinion publique. En faisant ça, vous sensibiliserez les politiques. Il ne faut pas attendre de la FIVAP, de Yeva, de Je suis Vapoteur seul de faire les choses, ou des médecins. Il ne faut pas attendre ça. Vous êtes acteurs. Il n'y a pas assez de bruit. Il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Et juste, je vous donne un petit aperçu de ce que ça donnera si vous vous bougez un petit peu. On l'a fait avec 30 citoyens. William a participé à ça. On est allé à l'IFOP. On a mené une opération qui est innovante en France, que seules les mairies font. On a fait un débat citoyen. On a invité 15 fumeurs, 15 non-fumeurs. On les a mis face à face dans une salle. On leur a demandé leur opinion sur la vape. Elle était dégueulasse. On a fait intervenir William, on a fait intervenir des formateurs, on a fait intervenir des contradicteurs. Alice du Déclic Anti-Club, qui est addictologue, mais absolument pas que pro-vape. Elle est pro-arrêt de tout. Donc on a exposé les citoyens à ça. Et comme par hasard, au bout de 4 jours de formation, les 4 messages principaux qui ressortent, ce petit flyer est disponible sur le stand de Je suis Vapoteur. Valoriser la vocation thérapeutique de cet outil par le gouvernement. Le gouvernement devrait pousser l'aspect thérapeutique des choses. Pas de taxes pour ne pas décourager les fumeurs à utiliser la cigarette électronique. Plus de garanties et de traçabilité des produits. Et enfin, une formation obligatoire et certifiée par l'État pour les vendeurs de cigarettes électroniques. C'est vers ça qu'on va. Si vous poussez, si on pousse tous l'opinion publique, et c'est des messages qui nous vont, ça protège les jeunes, ça rend professionnelle la filière encore plus, ça prouve que la vape, ça aide les fumeurs. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Merci beaucoup, merci à tous pour cet échange. C'est juste signer la pétition Merci la vape, qui est lancée par Slasovap, l'EDUS, la Vape du Cœur et la FIVAP. C'est super important, on est bientôt à 100 000 signataires et c'est un enjeu de crédibilité pour nous quand on va voir le législateur. Merci pour cette discussion. C'était Stéphanie Pochon de l'Alliance européenne de la vape indépendante, le docteur Lowenstein, addictologue, Agnès Dubois-Collineau, donc de la FIVAP, et Florent Biriotti de Je suis Vapoteur. Évidemment, si vous souhaitez échanger avec nos intervenants, c'est maintenant possible. Bonne journée à tous. Merci.